Bonjour à tous et merci à ceux qui physiquement ont bravé le froid parisien pour venir et à ceux à distance qui sont peut-être plus au chaud. Alors pour ceux qui me connaissent, donc je suis Jean-Michel Huette, associé chez Bearing Point et ce n'est pas la commission digitale Luciane, une fois n'est pas coutume, puisque c'est plutôt une petit déjeuner, alors, en tout cas au niveau parisien, ad hoc que nous avons fait autour du sujet de l'impact investing qui est un sujet dont on parle pas fréquemment au CIAN, donc on s'était dit que c'était l'occasion, lié au fait que Bearing Point a sorti une étude en toute fin d'année dernière, donc on se disait que c'était l'occasion de la présenter rapidement, ce que vont faire Ludivine et Célia, et puis après d'avoir une discussion autour de cette thématique avec nos deux invités qui se présenteront. Alors il y en a déjà un qui est là physiquement à Paris, l'autre qui est normalement à Rabat ou Casa, et j'espère qu'il va se connecter. On va peut-être faire un petit tour de table avant de démarrer. Ben, on va laisser à des intervenants le plaisir de se faire. Raphaël. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. Je m'appelle Raphaël Renaudi, je travaille chez Amétis, où je suis en charge des sujets de développement durable, ESG et impact. Et donc Amétis, on est une soixantaine de personnes qui faisons du capital investissement sur le continent africain, en Afrique du Nord et depuis peu en Europe. Ludivine. Bonjour à tous, Ludivine Lemarque. Moi, je suis manager dans l'équipe de Jean-Michel, notre équipe Afrique et Développement International chez Bearing Point. Et moi, ça fait 10 ans maintenant que j'accompagne le secteur public en Afrique dans sa transformation au sens large, donc essentiellement de plans stratégiques jusqu'à même l'implémentation de tout plan de transformation, qu'il soit digital, organisationnel, etc. Et ce, pour le compte des bailleurs de fonds, dans la plupart des cas. Théa. Merci, bonjour à tous. Donc, Célia Bemboilia, consultante senior également dans l'équipe Afrique de Bearing Point. J'ai co-rédigé effectivement cette étude avec l'équipe et j'ai pu travailler également sur des sujets de financement en Afrique dans le domaine de l'éducation. Et normalement à distance, je ne sais pas si est là, nous avons Adil qui est le directeur de l'Impact Investing à la Banque européenne de reconstruction et de développement, la BERD. Et j'espère qu'il se connectera depuis Casa. On n'a pas de nouvelles de lui depuis une semaine, donc j'espère que tout va bien. Mais voilà. Donc, ce qu'on vous propose ce matin, bah, c'est de commencer d'ailleurs par Ludivine et Célia qui vont nous présenter les grandes conclusions de l'étude. Les gens qui sont physiquement là, merci à vous. Vous l'avez en papier, voilà. Pas que je suis digital, comme dirait Étienne. Donc, vous l'avez en papier. Et pour les autres, je crois que dans le lien, pouviez la télécharger. Comme ça, vous l'avez au format aussi PDF. Et puis, on la rendra accessible sans difficulté. Donc, je propose dans un premier temps, présentation rapidement de l'étude pour vous donner envie de la lire, bien sûr, hein, c'est pas juste pour vous de faire le fait de ne pas la lire. Et puis après, je proposerai qu'on ait une discussion autour de ce sujet, en hiérarchisant les thèmes, avec Raphaël, j'espère avec Adil. Et puis comme à Paris, ici, on est une petite douzaine, voire quinzaine, il y a encore des gens qui arrivent. Je propose aussi de faire du très interactif. Quand on n'est pas 350, c'est quand même plus facile. Donc, normalement, vous avez, y compris à distance, quelques slides qui apparaissent et qui vont vous permettre de voir cette présentation rapide de l'étude par Ludivine et Célia. The floor is yours, comme on dit. C'est parti. Alors, on va vous replonger un petit peu dans le contexte de cette étude. On peut passer à la slide suivante. C'était, je m'en souviendrai toujours, un jour de décembre 2023 ou 2024 avec Célia. On marchait dans les rues de Lomé. On était en train d'accompagner la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui aurait dû d'ailleurs être avec nous aujourd'hui, mais je crois qu'il y a eu un petit problème de réveil d'un de nos collègues de la BOAD. Et on se demandait avec Célia pourquoi est-ce que ça semblait finalement si compliqué de financer certains secteurs en particulier. Et notamment, ce jour-là, on travaillait sur un fonds qui était destiné à financer l'accès aux formations, notamment aux formations au numérique dans l'UMOA. Et en fait, toute la semaine avec la BOAD, on avait fait des ateliers pour réfléchir finalement à des opportunités de financement de ce fonds qui puissent permettre d'avoir une certaine profitabilité. Et on s'était rendu compte qu'on se heurtait à énormément de limites côté BOAD parce que la BOAD est beaucoup plus habituée, dans son historique, même si c'est en train d'évoluer, à financer des grands projets d'infrastructure avec des prêts qui sont relativement conséquents. Tellement, quand on réfléchissait à financer des petites PME sur le volet de l'éducation, c'était impossible. On n'arrivait pas à trouver des modèles qui pouvaient répondre aux besoins de la BOAD. Et c'est donc dans cette perspective qu'on s'est mis à réfléchir à l'impact investing et ça faisait écho aussi à d'autres projets, notamment celui qu'on a réalisé pour Smart Africa,
Et je crois que Raphaël, derrière, pourra aussi nous expliquer qu'il y a finalement énormément de projets sur ce sujet dans le continent. Et néanmoins, on s'est quand même rendu compte que finalement, par rapport au potentiel du marché global de l'impact investing, qui représentait 1000 milliards de dollars, 1164 milliards de dollars en 2022, petite précision, ça a été multiplié par 10 en 5 ans, donc c'est vraiment considérable. Il y a vraiment un boom de l'impact investing, mais néanmoins, l'Afrique représente uniquement 17% de cet énorme marché. Du coup, on a voulu savoir tout simplement pourquoi, alors que juste à titre indicatif, l'Amérique du Nord et l'Europe, c'est 55% de ce marché. D'accord? Et donc, alors que l'Afrique a énormément besoin de financement, notamment avec tous les objectifs liés aux ODD, pourquoi est-ce que l'Afrique bénéficie de si peu d'initiatives d'investissement à impact? Du coup, on a cherché à comprendre quels sont les facteurs structurels, institutionnels et financiers qui viennent limiter tout ça. C'est précisément l'objet de notre étude. On a quand même un petit volet un peu plus optimiste. On a cherché à comprendre via deux chaînes de valeur, celle de l'agriculture et celle de l'éducation, comment est-ce que certains mécanismes, on a étudié une dizaine, certains mécanismes sont déjà à l'œuvre sur le continent et fonctionnent finalement très bien, en tout cas pour certains. Donc cet agenda reflète... Slide suivant. Ouais, sur la slide suivante, l'agenda reflète... Ah, c'est moi, pardon. Ah bah oui, d'accord, bah, je peux le Hop faire là. si tu veux. Merci, bah, sinon je vais le garder, comme ça je vais être C'est que c'est un pratique. pro avec ce que je raconte. Donc, nous avons d'abord essayé de comprendre le pourquoi est-ce que c'était si difficile d'avoir, enfin, pour l'Afrique, de capter davantage de financement à impact. Ensuite, on a réfléchi à l'investissement à impact sur deux chaînes de valeur pour finalement comprendre où est, sur ces grandes chaînes de valeur de l'éducation et de l'agriculture, où sont les principaux besoins et comment est-ce que différents mécanismes d'investissement à impact peuvent répondre. Et puis ensuite, on a présenté notre méthodologie puisque nous restons des consultants et pour que cette étude soit fondée, il est important que nous puissions vous présenter la méthode. Quand on parle d'investissement à impact, on voulait un petit déjeuner un petit peu interactif. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous avez déjà connaissance de certaines initiatives? La parole est à vous dans la salle. Je ne sais pas si certains sont déjà familiers de cela. On essaye de réveiller l'assistance. Bon, ben, je me lance. Moi, j'ai un problème avec l'investissement impact. Ah, Ah bah, ça d'accord. commence bien. Bon bah merci Étienne. Je plaisante, mais je crois à peu près quand même, grosso modo, d'avoir compris ce que c'est. Mais je me dis que la quasi-totalité des investissements, partout dans le monde, mais en Afrique notamment, sont de facto à impact. Et mon petit problème est le suivant, c'est que je me demande toujours quelle est un peu la coloration de communication et de bien-pensance que l'on met sur ces vocables-là, parce que dès qu'on investit dans l'eau, dans l'agriculture, dans les infrastructures, etc., avec recherche de profit, c'est quand même de l'impact, puisque c'est un impact social, c'est un impact de création d'emplois, etc. Et donc, pour faire bien, on va dire c'est un investissement impact, mais en réalité, c'est un investissement tout court, Oui. non? Donc, ça, c'est pour mettre un peu l'ambiance quand même. Mais Étienne, la réponse, elle est dans votre question. Parce que vous avez parlé de profit, vous avez parlé d'impact. En fait, tout simplement, la différence, et je parle sous le contrôle de Raphaël, la différence, c'est qu'un investissement à impact, le premier objectif, ça va être l'impact. Et derrière, la profitabilité va être regardée in fine. Et la profitabilité sera limitée par rapport à l'impact, justement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, par exemple, un nombre de femmes engagées sur tel ou tel métier, l'employabilité des jeunes, etc., etc. Et en fait, tous ces critères sociaux, d'accord, vont venir contrebalancer un profit qui sera limité par rapport à un investissement classique, typiquement un prêt de plusieurs millions que pourrait faire une banque de développement classique. Et ça voudrait donc dire qu'on est presque en train d'opposer les deux notions d'impact et de profit. Alors, on ne les oppose pas. Dans l'investissement impact, elles se Fort complètent. profit à fort impact, ça vous dites. Finalement, dans l'investissement impact, et on va le voir sur des sujets comme l'agriculture ou l'éducation, sur des petites PME, parce que ce sont souvent les bénéficiaires de l'investissement impact, c'est beaucoup plus difficile d'aller prouver déjà le profit. Il y a énormément de risques et c'est aussi là où l'investissement impact va venir contrebalancer des investissements classiques qui vont se faire de façon plus rare. Et je pense que Raphaël, vous pouvez certainement compléter.
Non, bah, moi je pense que, enfin, nous, notre position, elle est quelque part entre, entre les deux visions. C'est-à-dire que enfin, pour illustrer, nous, on est membre de la commission impact de France Invest et le débat éternel, c'est est-ce que l'impact, c'est quelque chose de très puriste, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur des petits montants, sur des petites structures et sur des méthodologies très robustes, quitte à perdre du rendement, et donc limiter aussi les flux de capitaux qui vont aller vers ces types de projets? Ou est-ce qu'on peut ouvrir la définition à des projets plus gros, à aussi des mécanismes de transformation des entreprises, donc des entreprises standards qu'on va essayer de transformer vers plus de durabilité? Est-ce que ça, c'est de l'impact ou pas? C'est un débat un petit peu, enfin, c'est un débat intéressant, qui est parfois aussi un petit peu sémantique. Il y a sans doute un continuum très fort entre l'ESG, l'environnemental, le social, les mécanismes qu'on voit aussi dans les banques de développement depuis des dizaines d'années, et puis à l'autre bout du spectre, l'impact avec des méthodologies hyper robustes, etc. Donc moi, je pense qu'il y a un continuum. Et nous, en tout cas, ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'il est possible de nager un peu la chèvre et le chou, c'est-à-dire avoir de l'impact et du profit, en tout cas pour essayer de rediriger des flux de capitaux importants vers le continent. Mais la question de ne pas perdre l'impact en allant vers le profit se pose bien sûr. Après, je vais mettre une pièce dans la machine. J'ai envie de dire qu'en Afrique, déjà avoir des financements, c'est une forme d'impact. Parce que, non, économiquement, l'Afrique est sous-financée. Parce que tout le monde dit, il n'y a jamais autant d'argent en Afrique, bailleurs de fonds, tout ça. Mais il faut avoir conscience que, grosso modo, l'économie mondiale est financée à 4 fois son, le PIB, enfin, le produit, production de richesse, prenez la production de richesse mondiale, le financement de l'économie, c'est 4 fois. Là, grosso modo, l'économie mondiale, c'est, je crois, 120 000 milliards, je sais plus le délire, hein, de dollars, et que le financement global de l'économie mondiale, quand je dis financement, c'est obligations, actions, prêts, etc. C'est dans les 450 000 milliards de dollars. Donc c'est x4. Pour l'Afrique, c'est l'ensemble des financements de l'Afrique, donc tout compris, hein, c'est grosso modo une année de PIB, pas 4 ans. Grosso modo, le PIB de l'Afrique globale, c'est, je crois, 2700 milliards 2800 milliards, 1000 milliards de dollars. Et ben, l'ensemble du financement de l'Afrique, c'est 2800 1000 milliards de dollars. Donc, en fait, ça veut dire que l'Afrique est 4 fois moins financée. Le stock, hein. Le stock. Non, non, oui, le stock. L'Afrique est 4 fois moins financée que le reste du monde. Les flux. C'est quand même juste. Donc, oui, l'Afrique reste sous-financée. Et dans ce sous-financement, qui paye le plus ce sous-financement? C'est un peu ce qu'a évoqué Ludivine. C'est pas les plus grands groupes, c'est pas forcément les États, parce que c'est les PME. C'est aujourd'hui, même plus les startups, parce qu'il y a quand même eu de vraies levées de fonds, mais le vrai problème en Afrique, c'est le financement des PME. Et pourquoi c'est un problème le financement des PME? Parce que bah, c'est une chaîne, hein. C'est les taux de bancarisation et le fait qu'il y ait très peu d'épargne des ménages, hein. Parce que, à la base, les financements de l'économie, c'est l'épargne des ménages, hein, au niveau mondial, quelque part, hein, et qui est très faible en Afrique. Donc, on est dans un phénomène où j'entends depuis des années dire on n'a jamais autant eu de financement en Afrique, public ou privé. C'est vrai, mais ça n'empêche que c'est quand même un continent qui a d'énormes besoins d'investissement en infra mais qui reste globalement 4 fois moins financé que le reste de l'économie mondiale. Donc, avoir aussi des véhicules de type impact investing, bah déjà, avoir du financement sur l'Afrique, c'est aussi un vrai impact parce que, encore une fois, contrairement à ce qu'on dit beaucoup, l'Afrique n'est pas surfinancée aujourd'hui. C'est encore sous-financé. Donc, si on reprend le relais, la notion d'impact mérite d'être mieux définie en ce qui concerne l'Afrique. Voilà, Parce que ça exactement. revient, enfin, moi, si je prends d'autres secteurs, on pourra en parler tout à l'heure sur l'éducation, sur laquelle on n'a pas de financement d'ailleurs, l'éducation privée, enfin, l'enseignement privé ou des On va en parler. marginaux, ce qui pose un réel problème pour les générations futures, et compte tenu des éléments démographiques. Donc, le fait simplement que des PME, PMI puissent, un, déjà survivre, deux, éventuellement se créer, se développer, et donc rendre un service déjà sans, bon, je dirais, autres indicateurs sociaux que de véritablement offrir, répondre à la demande en réalité, et donc être soutenable aussi les terrains, c'est déjà une question d'impact. Et d'accord. Après, eh ben, on va le voir dans la définition, il y a aussi une logique de dire quand on finance tel ou tel projet, il y a quand même de manière appuyée l'idée que l'impact qu'il doit avoir, on va voir dans quelle dimension, ça fait partie aussi de l'objectif de financement. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des solutions non à impact. Et peut-être découvrons une définition. Je peux rebondir juste sur l'approche sur le financement. Oui. Il y a du financement, il y a des flux, Oui. il y a des moyens de financement disponibles, simplement ils ne sont pas dirigés vers l'Afrique. Oui. C'est pas qu'il y en a pas. Au niveau Ils sont mondial, pas il n'y a dirigés. pas financé. Et une des raisons, c'est pas uniquement le taux d'épargne, qui est assez faible, je suis d'accord,
ça c'est incontestable, c'est aussi quand même le ressenti du risque et la notion du risque et l'orientation, c'est-à-dire la confiance. La Déjà confiance. la confiance. Non, non, mais et dans les phénomènes qui n'ont pas aidé, ça a été expliqué par plusieurs économistes au cours de ces dernières années, c'est que le fait qu'il y a tous les phénomènes d'inflation en Europe, aux États-Unis, et donc une hausse des taux d'intérêt, font que finalement, comme les taux d'intérêt dans les pays, on va dire développés, ont augmenté, la prime de risque sur l'Afrique a baissé en relatif, Oui. et donc ça a généré depuis 3 ans moins d'investissement. Parce qu'avant, l'Afrique a toujours été considérée comme risquée, mais comme les taux d'intérêt étaient très bas en Europe ou en Amérique du Nord, finalement, ça valait le coup d'aller en Afrique, parce qu'il y avait une meilleure prime de risque. Aujourd'hui, cette prime de risque a quand même été, et parce que celle en Europe a augmenté, a été réduite. Donc on peut dire peut-être que une des constituantes de l'investissement à l'impact, c'est de, de surmonter davantage le risque qu'un investissement en profit. C'est ça, c'est une nouvelle évaluation des Exactement. critères de l'impact qui doivent être intégrés dans les dossiers d'investissement. Effectivement, c'est une manière de jouer avec ce risque. Mais je propose que, Étienne, je ne sais pas si vous connaissez déjà la présentation, j'ai l'impression que vous êtes en train de l'anticiper, donc on va juste avancer. Non, il a écrit un très bon livre, où il parle du risque en Afrique, Et du coup, peut-être Célia, tu peux nous donner la définition, comme ça on se met d'accord. officiel. D'abord, on démarre sur une base commune. C'est ça. Donc, on a voulu effectivement rappeler la définition institutionnelle que on va expliciter un peu plus tard dans la présentation. Mais donc, la définition académique de l'investissement à impact est la suivante. Donc, il désigne des investissements réalisés avec l'intention de générer un impact social et ou environnemental, positif, mesurable, en parallèle d'un rendement financier. Alors, le mot-clé ici est mesurable. On n'en a pas beaucoup parlé, mais on va l'évoquer un peu plus longuement tout à l'heure. Et effectivement, ça répond à votre question plus ou moins, Étienne. Euh, L'idée dans l'impact investing, c'est surtout d'aller mesurer l'impact et donc de définir des KPI pertinents pour mesurer cet impact-là. Et c'est d'ailleurs l'une des problématiques sur le marché international de manière globale, mais en particulier en Afrique la définition de ces KPI n'est pas forcément harmonisée et donc il est nécessaire de créer un cadre pour celle-ci justement. Il n'y a pas encore de norme IFRS ou IAS pour ça. Ce n'est pas la définition de la finance à impact, pour le coup, qui, elle, parle de L'investissement. financement et d'investissement ou d'actions additionnelles, intentionnelles et volontaires, qui vont au-delà. Ouais. Il se réfère plus finalement à la RSE, Ouais. même si on retrouve toujours la notion d'impact et d'éléments de mesure, parce que la mesure, c'est ce qui évite de mentir. Exactement. Et ça évite le greenwashing, et un peu ce qu'évoquait ce qu'évoquait Étienne. On est d'accord. Pour moi, c'est clair. Oui, on est tout à fait d'accord. Donc, les défis structurels qui excluent certains acteurs de l'économie des circuits de financement traditionnels, je pense on l'a vu, on en a déjà parlé. À la fois, c'est le tissu économique en Afrique est dominé par des petites entreprises, mais aussi par l'informel, qui représente un secteur prédominant. Le deuxième, ce sont les contraintes conjoncturelles pénalisantes, donc vous l'avez dit, ce sont des petites entreprises qui peuvent faire peur, qui représentent un risque considérable en termes de recouvrement des fonds qui leur sont traités. Mais il y a aussi des risques politiques dans de nombreux pays. Et puis enfin, il y a des marchés financiers qui sont sous-développés et qui n'ont pas aussi cette culture à la fois de l'épargne, mais aussi d'aller chercher et d'aller bénéficier de financement. C'est pour ça qu'on a une inadéquation entre l'offre et la demande de financement, avec des produits financiers qui sont inadaptés, d'où le titre Financer l'infinançable, parce qu'en fait, on était vraiment confronté à des bailleurs de fonds qui souhaitaient financer des secteurs, mais dont les offres de financement étaient complètement inadaptées au secteur qu'ils souhaitaient financer. Ah pardon, quelqu'un avait la main. Bonjour Sylvie, on vous écoute. Alors, c'est enregistré, donc désolé. Ah oui, il y a quand même C'est interactif. Non, non, pas du tout. Ah, pardon. Ça, c'est le principe, hein, désolé. D'accord, ok. Ceux qui sont à distance, d'ailleurs, c'est ça, diffusé, comme ceux qui le verront en asynchrone sur Internet. Malheureusement, je crois qu'ils peuvent poser des questions dans le Q&A. Tout à fait. Et Virginie, ah oui, j'ai Ok. oublié de le dire, c'est de ma faute au début, hein. Donc, ceux qui sont en physique, la quinzaine de personnes maintenant, peuvent poser des questions et intervenir. Et ça a déjà été le cas. Très bien. Et ceux à distance, par contre, malheureusement, comme c'est enregistré, c'est uniquement par écrit. Donc, dans le Zoom, vous avez Q&A. Vous posez vos questions et Virgile, qui est avec nous, se ferait une joie de nous les poser. Donc, désolé, il faut quand même avoir un petit privilège quand on fait l'effort de venir physiquement et de braver le froid parisien.
Donc, si lui, on ne vous écoute pas, mais on vous lira. On vous lira. C'est une question. Parfait. Donc, pour que tout ça soit un petit peu plus concret et qu'on dépasse nos concepts, on s'est intéressé avec notre équipe chez Bearing Point à deux chaînes de valeur très concrètes parce que au cours de nos missions sur divers pays, on s'est rendu compte que ce sont finalement les secteurs qui sont les plus difficiles à financer et qui derrière aussi, même lorsqu'on peut faire des plans stratégiques pour certains bénéficiaires, etc., ont le plus de mal à aller capter effectivement des financements et à se transformer en bénéficiant des bons vecteurs. Du coup, on a réfléchi à la chaîne de valeur de l'agriculture et à celle de l'éducation. La chaîne de valeur de l'agriculture, pourquoi? Vous savez, parce qu'elle est extrêmement risquée, puisqu'elle dépend des aléas climatiques, que les assurances sont encore très peu diffusées, que c'est quand même encore assez difficile, qu'il y a très peu d'infrastructures. Il y a certaines infrastructures qui sont en train de se mettre en place, et notamment dans certains pays qui, eux, ont beaucoup accès au financement, notamment au Kenya, au Rwanda ou autres. Mais dans d'autres pays, ça reste encore très, très, très primaire. Les chaînes de valeur sont fragmentées. C'est assez difficile d'avoir ce fameux continuum et d'embrasser une chaîne de valeur de l'agriculture dans son ensemble, alors que ça permettrait quand même de, de valoriser considérablement ce domaine. Et enfin, il y a des tailles d'exploitation qui sont quand même relativement petites et qui du coup ne permettent pas de bénéficier de certains types de financement. Et de la même manière, dans l'éducation, de façon très paradoxale, parce qu'en fait, il y a énormément d'études qui prouvent que l'investissement dans l'éducation permet des retours considérables, notamment sur les économies d'un pays ou d'une région. Néanmoins, on est vraiment face à un manque de rentabilité immédiate. Donc, le financement, on va en parler. Donc, le financement de l'éducation en tant que tel à instant T peut être relativement difficile. En tout cas, nous, c'est ce à quoi on a été confrontés sur un certain nombre de projets, et notamment en creusant cette problématique avec la Banque ouest-africaine de développement. Il y a quelques initiatives privées qui sont en train de se lancer. On connaît un certain nombre, on en connaît un certain nombre. Néanmoins, ça reste difficile et ça reste relativement contraint. On va étudier ces chaînes de valeur, mais d'abord, je propose de revenir rapidement sur la définition de l'impact investing que Célia nous présentera, de manière à nouveau à être très alignée sur les, les principes de base et également les enjeux. Effectivement, donc au-delà de la définition académique qu'on s'est donnée tout à l'heure, l'idée c'était d'identifier les grandes caractéristiques de l'impact investing. Donc, dans un premier temps, on l'a évoqué, donc, la recherche d'impact social ou environnemental, en plus de la recherche d'un rendement financier. L'articulation d'une thèse d'investissement, effectivement, qui doit être objectivée sur donc cet impact-là, donc social et environnemental. La définition, on en a parlé également de KPI pertinents pour mesurer cet impact. Et finalement, il se caractérise par des cycles d'investissement plus longs. Donc, on l'a évoqué également en introduction de la présentation, mais l'impact investing gagne en popularité. Donc, on a identifié trois facteurs. Dans un premier temps, la conscience accrue des enjeux socio-environnementaux, évidemment, avec notamment l'intégration de plus en plus populaire de critères ESG, à la fois côté entreprise, donc bénéficiaire, et côté investisseur. Également une attente croissante de la part des parties prenantes, donc que ce soit en termes d'impact et également d'engagement. Et finalement, des politiques et réglementations incitatives. Alors ça, on a pu l'expérimenter via nos projets, mais on constate que de plus en plus, notamment de bailleurs de fonds et de gouvernements, mettent en place des incitations, justement, pour favoriser cet investissement à impact. Et en particulier auprès des PME et micro-entreprises. C'est parti, donc avançons. Je pense que les opportunités et les défis de l'impact investing en Afrique, on a eu l'occasion d'en parler. Je propose d'avancer parce que je sens que vous voulez rentrer dans le cœur de la discussion ou peut-être de la bataille, je ne sais pas. Hop là, j'avance un peu vite. Un petit point méthodologique sur la façon dont nous avons travaillé.
nous, on a réfléchi on a voulu réfléchir de façon assez concrète. Donc, on s'est concentré sur des chaînes de valeur, d'accord? Donc, on a repris, on a d'ailleurs travaillé, on a euh, créé, disons, la chaîne de valeur de l'agriculture, la chaîne de valeur de l'éducation. On va vous les présenter. On les a recréés. Et ensuite, on a travaillé en 4 étapes. On a donc cartographié les maillons clés de ces 2 chaînes de valeur. Vous allez le voir, d'accord? Donc, tout simplement, on a réfléchi aux différentes étapes de ces chaînes. On a essayé de comprendre quels sont les flux aux différentes étapes, qui sont les acteurs impliqués. On a analysé aussi quels sont les leviers de performance, où est-ce qu'on pouvait créer de la valeur sur chacun de ces maillons. On a cherché à détecter les goulots d'étranglement, c'est-à-dire qu'on a cherché à comprendre finalement où est-ce qu'il y avait aussi des espèces de zones grises, où finalement il y avait davantage de risques et beaucoup moins d'investissements innovants. Et enfin, on a cartographié les acteurs et surtout les relations entre acteurs pour comprendre où est-ce qu'il y aurait moyen d'agréger certains acteurs, ou en tout cas d'essayer d'avoir des ensembles qui soient un petit peu plus conséquents qu'uniquement 1 ou 2 personnes qui pourraient bénéficier de certains investissements, de manière à maximiser la création de valeur. Voici les fameuses chaînes de valeur dont je parle depuis tout à l'heure. La première, celle sur l'agriculture. À nouveau, vous pouvez challenger si vous le souhaitez, et ces chaînes de valeur sont bien présentées dans l'étude que vous devez tous avoir normalement entre vos mains, sinon n'hésitez pas à les attraper, il y en a quelques-unes ici. Donc sur l'agriculture, on est parti de la pré-production à la production, à l'étude de la post-récolte, puis de la transformation, de la distribution et de la commercialisation. Et enfin, sur la chaîne de valeur de l'éducation, on a réfléchi à l'étape de création de contenu, puis à l'étape de technologie plateforme, lorsque c'est le cas, puis de la distribution, de l'accessibilité, du soutien et de la sensibilisation, notamment lorsqu'on parle de certaines écoles un petit peu plus, qui ont en tout cas vocation à être davantage connues pour attirer des élèves, à l'évaluation et à l'amélioration, donc à l'évaluation des apprentissages, à l'amélioration continue des offres de formation pour répondre aux besoins du marché, aux besoins de certification et de reconnaissance de ces écoles, de ces offres de formation, et enfin au développement et à l'élargissement, notamment à l'innovation continue qui est attendue dans ces cycles de formation. Et finalement, c'est en travaillant sur ces 2 chaînes de valeur qu'on a pu identifier un certain nombre d'instruments innovants d'investissement à impact. Et en fait, ces instruments innovants, on a cherché à les évaluer et à les classer sur une matrice que vous voyez apparaître ici et que vous pourrez vraiment consulter et comprendre peut-être un peu mieux en lisant notre livre blanc. Donc, on a cherché à évaluer le niveau d'impact. Alors, je me permets vraiment de mettre un warning, c'est que nous, on a évalué ce niveau d'impact sur nos 2 chaînes de valeur, d'accord? Donc, finalement, on a travaillé sur certains types d'instruments financiers, d'accord? On a cherché à comprendre ce que ça pouvait représenter en Afrique pour le secteur de l'agriculture, pour le secteur de l'éducation, d'accord? Et on a tout simplement cherché à comprendre quel était le niveau d'impact de chacun de ces instruments et quel était le niveau de risque pour les investisseurs. Ça nous permet, en fait, en fonction des chaînes de valeur, de pouvoir classer ces instruments tout simplement en fonction des plus profitables du point de vue impact, rentabilité, ou bien des plus peut-être impactants, mais risqués. Le niveau d'impact, évidemment, on a cherché à le définir, et vous allez aussi retrouver la définition de notre livre blanc. Donc typiquement, ça peut être le nombre de bénéficiaires finaux potentiels, donc finalement le nombre de personnes touchées tout simplement, l'amélioration des indicateurs socio-économiques en fonction du sujet et la durabilité des résultats obtenus sur le long terme. C'est peut-être aussi là la différence avec certains investissements plus classiques. Et côté niveau de risque, on s'est attaché à comprendre le risque de non-remboursement, parce que ça fait quand même partie des impératifs, donc notamment la faible solvabilité de certains bénéficiaires, etc. Le risque politique et institutionnel, parce que c'est quand même une des limites les plus fréquemment rencontrées. Et enfin, le risque de mise en œuvre, parce qu'il y a quand même certaines complexités techniques et puis parfois aussi des complexités de coordination et de mise en relation entre les financeurs et les bénéficiaires finaux.
cette matrice. Donc, je ne sais pas si toi, Célia, tu veux peut-être nous dire quelques mots pour qu'on puisse mieux la comprendre en présentant un petit peu les différents instruments. Oui, tout à fait. Donc, comme l'a évoqué Ludivine, l'idée, c'était d'identifier des mécanismes financiers utilisés donc, dans le cadre de l'impact investing sur ces deux secteurs qui sont l'agriculture et l'éducation. Donc, on en a identifié en vérité 8, 7 ou 8, il me semble. Je pense que bon, c'est assez parlant. Donc, on a à la fois le niveau d'impact et le niveau de risque. Et donc, à bien garder en tête, je pense que tu l'as évoqué également, Ludivine, que ce niveau de risque et ce niveau d'impact, pour chaque instrument présenté, est spécifique au secteur de l'éducation et de l'agriculture. Il est fort possible que pour d'autres secteurs étudiés, certains des instruments financiers soient plus adaptés au secteur en question. Je pense que tu peux passer à la slide suivante. Justement, donc l'idée, c'était ici de présenter un peu la fiche d'identité de l'un des mécanismes. Donc, le Income Share Agreement, donc, on l'a étudié dans le cadre de la chaîne de valeur de l'éducation. Alors, pour ce mécanisme financier, il s'agit donc d'un instrument qui consiste à faire bénéficier en fait un étudiant d'un financement de sa formation en amont, donc il n'a rien à payer. Et donc cet étudiant pourra rembourser donc, les frais qui ont été avancés uniquement s'il est employé et s'il est solvable. Donc c'est un système finalement de prêt, on va dire, amélioré. Et donc en quoi il se différencie? Tout simplement ici, le risque est partagé à la fois par l'investisseur et par le bénéficiaire. Donc les intérêts sont plutôt alignés. Du coup, l'idée c'est que l'étudiant soit embauché et réussisse sa formation. On a également présenté un cas d'usage, puisque plusieurs initiatives ont été menées, notamment par Shansen International, en utilisant donc, cet instrument financier, notamment au Rwanda, en Afrique du Sud et au Kenya. Donc, c'est typiquement l'instrument que nous venons de décrire. Et donc, les résultats ont été les suivants. 2547 étudiants, dont 1700 environ femmes qui ont bénéficié de ce financement, et 80% de ces promotions ont trouvé un emploi et ont pu rembourser justement ou sont en cours de remboursement de leur formation. Donc on a pu également faire matcher en fait les enjeux identifiés au sein de la chaîne de valeur de l'éducation avec la réponse apportée par ce type d'instrument-là. Donc typiquement, ici, ce type d'instrument permet d'inciter la création de contenu original et donc inciter à fournir à la fois une formation de qualité avec des contenus originaux qui nous permettent de booster l'employabilité des étudiants. Donc également donc, le financement de la formation par l'étudiant, évidemment, donc facilitation de l'accès pour les plus précaires, et l'employabilité de l'étudiant, puisque, je le rappelle, l'étudiant rembourse uniquement s'il est employé et s'il gagne assez pour pouvoir rembourser justement son prêt. Donc, la formation a tout intérêt à booster l'employabilité de ses bénéficiaires. Une contrainte, c'est la solvabilité des jeunes diplômés, évidemment, puisque le prêt n'est pas forcément remboursable et qu'il est remboursable uniquement en cas d'employabilité, mais c'est le risque majeur pour cet instrument financier-là. Donc, on a développé au sein de notre étude l'ensemble des instruments financiers présentés dans la matrice de cette manière-là. Nous vous laisserons les lire plus en détail. Ce qu'on vous propose maintenant, avant d'ouvrir la discussion, c'est de peut-être laisser la parole à Raphaël. Je ne sais pas si vous, côté Amétis, vous utilisez déjà certains de ces instruments et est-ce que vous avez des retours? Alors, nous, on n'utilise pas directement ce genre d'instruments qui sont hyper intéressants, notamment pour précisément le secteur de l'éducation. Je pense qu'il y a des gens plus compétents que moi pour en parler, mais c'est des modèles très intéressants. Nous, on est
gérant de fonds d'investissement généraliste. Donc, on n'est pas sur certains mécanismes spécifiques. On fait du private equity généraliste. Du coup, comme on est généraliste, on doit définir une approche qui nous permet de couvrir plein de secteurs par définition. Et donc, on a approché l'investissement impact pas spécifiquement via certains types d'outils, mais via plutôt des grandes ambitions qui n'ont pas changé depuis la création de Métis il y a 10 ans, qui sont l'environnement, l'impact environnemental, l'impact social, distribuer et produire des biens et des services de qualité pour les consommateurs africains, notamment en zone urbaine, et on en parlait tout à l'heure, mobiliser du capital, amener des capitaux sur le continent. Donc, on a levé 1,5 milliard, on a amené 500 millions d'investissements sur le continent. Donc, on considère effectivement ça fait partie des clés pour l'investissement impact sur le continent. Parmi ces différents piliers, il y en a qui sont devenus plus importants pour nous. On retrouve aussi sur certains éléments de cette diapo. Le premier, c'est sans doute la création d'emplois. Et je ne sais pas comment ce sujet est couvert par ces mécanismes, mais nous, on est convaincus que la création d'emplois, c'est sans doute le gros défi du continent. Moi, il y a des chiffres que je trouve frappants, c'est 15 à 20 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année. Et d'ici 2050, sauf erreur de ma part, on aura 2 fois plus de personnes en âge de travailler qu'aujourd'hui. Donc, il y a une urgence énorme à créer des emplois. Ça rejoint aussi certains commentaires qui avaient été faits par Pierre Samuel qui disait 600 millions d'emplois à créer d'ici 2050. c'est énorme. 600 millions d'emplois à créer d'ici 2050. Formel ou informel à ce stade. Non, faut Trop regarder. avancer, quoi. Ouais. C'est pas. Non, donc il y a pas une manière de s'y prendre, et je pense que c'est le thème sous-jacent qu'on doit garder en tête, quel que soit l'instrument, incluant les instruments très innovants qui sont présentés là. Dans ce pilier de l'emploi, il y a le sujet de l'emploi des femmes, qui sont très largement privées d'emploi, ce qui fait des pertes énormes pour les pays concernés. Donc nous, on a un agenda sur l'emploi des femmes qui est fort, qui est formalisé, qu'on essaye de quantifier. Il y a évidemment le sujet climatique qui est incontournable, parce que c'est important pour le continent et parce qu'on lève plus d'argent. Enfin, je ne sais pas vous quelles sont vos expériences, mais c'est difficile de lever de l'argent sans agenda climatique aujourd'hui sur le continent africain, même sur la partie émissions de gaz à effet de serre, qui ne semble pourtant pas, a priori, de la responsabilité des pays africains. C'est 20% de la population, 4% des émissions. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est un sujet qui devient incontournable. On a aussi un agenda très fort sur le social, sur la couverture santé des salariés. On est convaincu qu'en donnant une mutuelle, une couverture santé à des salariés et à leurs familles, on a un impact sur des centaines de milliers ou des millions de personnes sur le continent. Ces sujets-là dont je parle, on les a liés à notre... donc c'est un mécanisme qui n'est pas directement digne de cette diapo, mais qu'on aime bien, qui est un mécanisme, en fait, ces 4 sujets dont je parle, l'emploi, la couverture santé, le gender et le climat sont liés à notre CARI. Donc, c'est-à-dire que notre rémunération variable, elle est liée et elle dépend partiellement de l'atteinte de ces objectifs qui sont quantifiés, qui sont vérifiés par des tiers indépendants. Donc, c'est aussi un changement pour nous dans le sens où c'est des choses qu'on faisait déjà, mais maintenant, on a vraiment désolé pour l'anglicisme, mais skin in the game, c'est-à-dire que notre rémunération dépend de l'atteinte d'un objectif d'impact. Quelques exemples peut-être juste de ce qu'on fait, notamment pas uniquement sur ces secteurs. Alors, l'éducation, on est relativement peu présent, on en parlait tout à l'heure pour des raisons d'attente des investisseurs internationaux. L'éducation supérieure est faisable, l'éducation en dessous de lycée, collège, c'est plus limité, mais on fait différemment. Il y a des entreprises qui, par exemple, font des livres scolaires. On a une entreprise au Kenya qui fait 15 millions de livres scolaires, mais on n'est pas directement dans des écoles. Sur la partie agricole, on est sur des entreprises qui font notamment de la transformation et de la distribution de produits agricoles. Par exemple, au Mozambique, un des pays les plus pauvres du continent, on investit dans Merek, qui est une entreprise qui fait de la farine, qui permet de faire 7 millions de baguettes par jour à 10 centimes. On y est présent via de l'equity, donc c'est pas via ce genre de mécanisme, mais il y a sûrement des choses aussi à travailler. Je pourrais d'avoir peut-être un exemple sur la partie agriculture de ce genre de mécanisme. On est aussi très très présent sur le secteur de la santé, alors qu'il n'est pas directement traité dans le film, mais qui est aussi intéressant, avec des hôpitaux en Afrique de l'Ouest, avec la production de médicaments génériques qui permet, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, de donner accès au continent à la santé, qui est sans doute le sujet lié directement à la qualité de vie, à l'emploi dont je parlais tout à l'heure. Je m'arrête là, mais du coup, si on peut peut-être illustrer avec le sujet de l'agriculture, moi j'avoue, ça me passe.
Alors, Bah, hop, je vais le faire. cache ça. Après, je poserai des questions, des commentaires, parce qu'on a plein de. Je me les envoie plein de commentaires à distance, donc je me ferai le porte-voix de ceux à distance. Je propose de lancer les interactions. Je dois juste envoyer des slides supplémentaires à Virgile, parce que je crois que ça figure pas dans la presse qu'on avait préparée. C'est possible? Euh, non, je peux les ajouter. Non, moi je peux le faire sans sac, tant pis. Ouais. Ça va être intéressant. Celui-là? On l'a normalement. Bah, en fait, elles sont cachées, donc je pense qu'elles figurent pas dans le PDF. C'est pas un PDF. C'est pas un PDF. C'est bon, après, non, c'est bon. Tu peux les détacher, peut-être? Non, on peut regarder. Non, bah, elles figurent pas. Allez, on va faire. Ah, je vais aller trop Je loin. voudrais les décacher, Ah oui, ils sont cachés. tu vois. De 13 à... Bon, elles sont toutes cachées, en fait. De 13 à 17, elles sont On va cachées. Tu peux les on va décacher. faire une petite manip. En attendant, Alors, dans les questions, ça, par exemple, des questions, c'est pourquoi ne prendre que deux dimensions, risque et impact, et non pas rentabilité et liquidité. Alors, rentabilité, on l'a quand même introduit, puisqu'on a le retour sur investissement. C'est en fait les trois dimensions qu'on a pris. Et visuellement, c'est plus facile de mettre deux que trois. Mais là, la rentabilité a bien été intégrée. Bon, par contre, effectivement, on n'a pas intégré la liquidité. À un moment donné, on ne peut pas non plus prendre. Parce que les quatre dimensions, ça devient un peu compliqué. Il y a une série télé dans les années 50 aux États-Unis qui l'ont bien démontré. Tiens, bah, sur ce qu'a présenté Célia, l'exemple du produit dans Kisa, le capital doit être celui qui finance doit être patient parce que le remboursement a lieu longtemps, ça c'est arrêté. Alors, une question, est-ce qu'un étudiant qui se lance dans l'entrepreneuriat informel, à l'issue de cette illustration, est considéré comme solvable? Je pense qu'effectivement, c'est un petit risque, il faut être clair. C'est informel. C'est informel. Donc, il n'y a pas de projet. Donc, nous sommes bien d'accord, effectivement. Non. Il n'y a pas de projet possible. Bah, Il y a un évidemment. nombre de créations d'emplois Exactement. en face pour l'économie moyenne, 95% de l'emploi est dans l'informel. Donc, on a Alors, le modèle ISA, on a la réponse tout de le suite. modèle ISA paraît très développé en Afrique du Sud, donc ça dépend aussi des La économies. maturité des marchés. Ça dépend de la maturité des marchés, exactement. Il est très développé en Afrique du Sud, voilà, où la part de l'informel est un peu plus faible, pas inexistante, mais plus faible. Alors, dans les commentaires qu'on a eu aussi, alors ces questions commentaires, bon, je me fais le porte-voix, hein, la croissance des chiffres d'investissement impact que tu avais évoqué en début, hein, à l'échelle mondiale s'explique en partie par l'explosion de l'impact washing, pour lequel les fonds commerciaux prétendent être des fonds à impact pour accroître leur attractivité sans être par ailleurs en mesure de pouvoir définir, mesurer et évaluer leur impact et sans jamais en réalité les prioriser. Nous voyons pas mal de ces acteurs en Afrique prétendant que le seul fait d'investir en Afrique leur permet de se caractériser comme un impact. Voilà, ça, c'est un débat qu'on a un petit peu eu. Voilà. Alors, enfin, il y a une réalité, c'est qu'il y a des impacts intrinsèques liés à la création d'entreprise. Il y a des impacts positifs liés à la gestion des enjeux ESG, parce que et ensuite, il peut y avoir des impacts intentionnels, additionnels et volontaires au titre de la finance à impact. D'accord. Et c'est vrai que c'est tenu Et une et ambiguïté. très rapidement On est d'accord. Il y en a sur les confusions. Hein, donc, Il y en a qui en profitent. C'était bien d'avoir des fonds qui disent dans nos objectifs, dans nos goals, il y a cette dimension création d'emploi ou autre. Je ne suis pas sûr que tout le monde le fait, par exemple. Mon autre remarque qui va toujours sur la gestion du risque. La gestion du risque n'est qu'une des composantes de la question du couple risque-rendement. Dans les opérations auxquelles s'intéresse l'investissement à impact, souvent à la fois les risques sont élevés et les rendements financiers faibles, alors que les rendements économiques et sociaux sont élevés. Même chose que pour les infrastructures, mais là on en revient à la question de comment mesurer et bien se mesurer ces impacts. Et de nouveau, commentaire un peu dans le mur, tous les investissements normaux ont un impact, les investisseurs à impact vont là où les investisseurs entre guillemets commerciaux ne peuvent aller, lieu, secteur, car les impacts sont élevés, mais les rendements financiers ne sont pas au niveau des attentes de marché. C'est pourquoi les investisseurs commerciaux ont des impacts. L'investissement impact par nature ne peut répondre qu'à des critères de marché normaux. Commentaire, on voit que ça suscite plein de questions. Je vois que ça fait réagir. Oh là là. Alors, monsieur au fond, parce que vous n'êtes pas encore intervenu. Monsieur Fou, c'est Stéphane Bravo. Je n'avais pas vu, Stéphane. La question, c'est que les autres, ce qu'on remarque en Afrique, c'est qu'il y a un apparition de l'aide qui est assez agressive. Il y a deuxièmement une population qui est en manque d'emploi, ce que Raphaël, et il y a aussi une population en manque de revenus. Ils n'ont plus d'argent, ils n'ont plus d'aide, il n'y a plus rien. Plus fort. Ça devient maintenant catastrophique, donc il y a quelque chose en Afrique qui se passe en ce moment particulièrement, qui est d'une extrême gravité, c'est des manques de revenus, d'argent. Raison pour laquelle
pourrait penser qu'un défaut d'aide, etc., le substitut le seul, ce sont des investissements. Je reprends un peu ce que disait Ken tout à l'heure. Des investissements endogènes ou des investissements étrangers. Et ces investissements, pour être justement constants et qu'ils marchent en Afrique, ils doivent être, et je vais revenir vers la notion que je ne vais pas les expliquer, on les connaît tous très bien, durables, et ils doivent être responsables. Et c'est de là ce que dit Raphaël, je suppose, enfin je suis certain, c'est-à-dire des investissements qui sont profitables, mais profitables à court terme, moyen terme et long terme, avec donc un certain nombre de dispositions. Donc la question qu'on peut se poser, parce que les investissements à impact sont moins dans la logique du profit, elles sont plus dans la logique d'un impact, mais malheureusement dans une époque, je dis bien malheureusement, dans une époque en Afrique où la finance, l'argent, les revenus, les emplois, enfin tout ce qui génère un cercle vertueux de richesse, je dirais faire de la richesse avec les richesses, qui sont les populations et les richesses naturelles. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire que le préalable et l'important, ce sont des investissements durables et responsables, ça va par nature, qui eux-mêmes pourraient financer des investissements à impact. Tout à fait. Remarque intéressante. Mais ça va aussi dans le sens de ce que disait Raphaël, c'est qu'à un moment donné, il faut effectivement des investissements dont on peut voir des actes concrets, dont la création d'emplois. Sachant que dans les investissements durables et responsables, c'est l'aspect aussi négatif qui compte, c'est-à-dire de faire attention qu'on ne détruise pas les environnements, les droits humains, etc. Tout à fait. Alors, l'investissement à impact est plus, ça ne veut pas dire que les investissements durables et responsables ne sont pas aussi positifs, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que l'investissement à impact serait la partie positive du durable et du responsable pour ajouter quelque chose, mais avec un préalable, il faut de l'argent, il faut remplir un certain nombre de conditions. Tu as raison, plus que positif, c'est une question d'intentionnel, complémentaire, intentionnel, additionnel, mais au préalable, il faut avoir à gérer les impacts ESG, les impacts négatifs. Il ne faut pas promettre de sauver le monde si en parallèle on a des incidences négatives. Donc c'est le corollaire de la durabilité. On prend encore une question et après on présentera pour répondre à la question un autre modèle dans l'agriculture. Oui, peut-être un point sur tout à l'heure le constat sur lequel moi j'étais pas d'accord. Je donne juste un exemple pour Sur quoi vous n'êtes pas d'accord? de la Côte d'Ivoire. Sur l'éducation? Alors, oui, dans le domaine de l'éducation. Sur le fait que ce ne soit pas rentable à court terme, c'est ça? Alors, deux éléments qui sont, un, totalement faux. Première chose, le fait qu'il y a peu d'initiatives, faux. Si on prend la Côte d'Ivoire, il y a 670 établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Et donc, le vrai problème, d'ailleurs, pour des investisseurs, la discussion que l'on a, c'est qu'ils sont de taille trop petite, et on a une micronisation totale, et donc il y a un problème de structuration. Ils ont deux problèmes. Une structure familiale que vous mettez dans la structure des entreprises, qui fait que justement, il y a un impact social, mais il n'est pas de celui qu'on recherche en termes d'impact sur la société, il est d'impact positif sur la famille. Donc, si on enlève à l'un pour transférer à l'autre, c'est pas si simple. OK? On soit bien d'accord. Donc, le modèle d'entreprise familiale est quand même le modèle le plus répandu. Premier élément. Deuxième élément, il y a la taille qui fait que justement, par rapport à des investisseurs et autres, on est en dessous du seuil. On a des entreprises qui font au maximum le plus gros, allez, 1,5 million, 2 millions d'euros. Donc, on a effectivement un problème entre des instruments financiers et des institutions qui, d'ailleurs, sont au moment d'un cycle important, puisque souvent elles ont été construites dans les années 90, et donc elles arrivent à un moment où il faut à la fois des mutations, donc au sein de la famille, pourrait-on dire, et puis des mutations en termes, on va voir, de technologie. Deux éléments importants, et là, il va y avoir beaucoup de cadavres, en réalité. Donc, un impact social, puisque, alors on pourra discuter, puisqu'en gros, si on regarde l'efficacité de ce dispositif, tant public que privé, à part quelques écoles, on considérait qu'il est quasi nul, tant public que privé, si on prend l'université, etc. Donc, si on prend les BTS, par exemple, 30 000 en Côte d'Ivoire, c'est 30 000 chômeurs. Okay, pas photo. Ils sont inemployables. OK. Versus les entreprises, et je pense qu'on a déjà traité. Deuxième élément de transformation, et je fais très vite, sur les exemples que vous prenez sur justement le e-learning, les éléments, etc. Ça, c'est à la fois une grande opportunité. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, on a deux éléments. Un élément de masse, donc on sort d'un système de l'offre et small is beautiful, pour donc des petites entités, pour changer totalement de logique. Et donc, c'est même une autre catégorie d'entreprise, en réalité. Je vous donner juste un exemple, puisque j'en sors. On mettait 2 mois pour fabriquer un contenu e-learning il y a 3 ans.
Mhm. On était sur un coup, on était déjà passé, avec 10 ans après, quelque chose qui coûtait à peu près 100 millions, un serious game, des contenus interactifs, je ne vous parle pas du PDF en ligne, hein, donc on était à peu près à 10 millions. Donc, changement de 1 à 10. En fait, on est passé ensuite d'un mois, et ensuite avec, il y a seulement une semaine, à une journée. Mhm. Alors là, on peut commencer à parler d'impact. Parce que le coût unitaire, rapport, etc., évidemment, c'est plus les 2700 ou les 200, donc Small is Beautiful, avec le projet. Si vous prenez le coût unitaire par gens formés dans votre projet, j'aurais bien regardé, parce que ça coûte beaucoup plus cher que ce que coûte une année de formation dans un établissement. On peut prendre l'exemple de ce qui s'est financé actuellement par l'Europe avec GIZ ou avec Atos, avec des gens formés en 6 mois, je crois, hein, plus de 3000 euros. Là-dessus, par contre, vous avez, dès l'instant que vous avez 500 ou 600 ou 800 amortis vos coûts de production qui ont considérablement diminué, eh bien, avec nous, vous avez des contenus dont vous pouvez mesurer aujourd'hui, même avec des jumeaux numériques, l'efficacité pédagogique. Vous pouvez donc avoir des éléments qui s'adaptent en termes de langue, en termes de durée, qui sont des systèmes qui vont se customiser par rapport même au parcours, etc., et qui vont permettre de répondre justement à un autre aspect qui a été soulevé tout à l'heure, qui est que l'emploi ne se conçoit plus uniquement comme un emploi avec un CDI, c'est en fait d'acquérir toutes les compétences d'employabilité et d'auto-employabilité. C'est-à-dire que c'est une construction totalement différente par rapport à une structure de l'offre où on est dans un système passif, à un système totalement interactif. Aujourd'hui, c'est possible. Et en fait, si vous ne prenez pas en compte cette dimension-là qui veut permettre d'accélérer, et peut-être d'ailleurs de créer de l'emploi et de la valeur ajoutée avec la construction de ces systèmes, on peut parler de la réalité virtuelle, on peut parler d'un certain nombre de choses qui permettent justement de donner accès à des compétences dans un univers totalement différent de celui qu'on a connu, qui est le centre de formation que moi-même j'ai dirigé. Hein. Ce qui veut dire qu'il n'y en a pas besoin, il y a un changement total. Si ce changement total n'est pas pris avec justement cette notion d'impact, le plus grand nombre, l'accompagnement, la flexibilité, les éléments qui font que justement les gens ont besoin de travailler, de se nourrir, de gagner quelques sous dans la journée. Les derniers étudiants que j'avais, moi, ils étaient chauffeurs Yango, hein, sauf qu'on adaptait le système pour qu'ils puissent être chauffeurs Yango et puis se former. Donc, vous voyez que on est dans des réalités très différentes du système qu'on peut. Alors, par contre, le système privé et public n'a pas pris en compte cette réalité de la société, cette évolution et ces dynamiques-là. Voilà, je m'arrête là. Alors, tout à fait en phase. Je reviens sur les différents points. D'abord, pour être clair, on n'a pas dit dans les deux chaînes de valeur qu'on regardait, agriculture et éducation, il n'y avait pas de financement. On a juste pris deux Il n'y en a secteurs. pas, c'est ça le problème. Oui, il y en a, pas assez. C'est ça qu'on. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais il y en a quand même. Mais non, je sais pas ce qui se passe. Et juste un point sur la rentabilité que j'ai oublié. Vous prenez une institution qui est à Bamako, dans les meilleures conditions, personne d'ailleurs va investir dedans, donc 22% des bidas en 2025. Oui, oui. Encore une fois, mon point, c'était de dire on a pris ces deux secteurs qui sont économiquement importants. L'agriculture fait travailler beaucoup de gens, puis c'est quand même un secteur important. Et l'éducation, je reprends le chiffre de Pierre Samuel, hein, 600 millions de jeunes à former dans les 20 ans. C'est un défi colossal. Donc, on les a pris parce que c'est quand même deux secteurs importants où il y a des vraies questions de financement, où il y a des financements, mais pas assez. Voilà, très peu assez même. Donc là, entièrement d'accord avec vous. Sur le deuxième point, en fait, on a fait une conférence, je crois qu'elle soit en ligne, donc vous pouvez la voir en décembre 2023. C'était la commission digitale, pour le coup, du CIAN, sur justement le financement de tout ce qui était e-learning, enfin digital et formation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à la fois, il y a des financements, y compris alors, beaucoup de philanthropie, et notamment de philanthropie américaine, hein, alors américaine ou néerlandaise, de quelques pays où vous avez des vrais financements dans l'éducation, avec aussi des modèles économiques intéressants. Et deuxième point, des modèles, et le digital a un vrai impact, c'était l'objet de la conférence, parce que bien sûr, il y a la question de la production du contenu qui vous rejoint à diminuer en termes de coûts et de temps, mais le vrai enjeu en Afrique, c'est aussi la diffusion, la distribution de ce contenu. On manque de classes, on manque de cours, et tous les modèles autour du numérique rencontrent un véritable succès. Alors, à partir du moment où on a aussi des financements privés qui l'aident, un des bons exemples en Afrique, c'est le réseau 42, donc qui vient de ce qui a été fait, créé en France il y a 10 ans au niveau de l'école 42, aujourd'hui qui marche bien au moins dans 3 pays africains que sont Madagascar, Angola et le Maroc. Dans chaque cas, il y a des financements privés. C'est le groupe Action à Madagascar, c'est, je crois, un groupe pétrolier ou deux groupes pétroliers en Angola, c'est l'Office chefin des phosphates, le CP au Maroc. Mais pour vous dire, le succès que ça a, c'est que l'école 42, le réseau 42 est dans 30 pays dans le monde.
Le pays où il y a le plus grand nombre de demandes par rapport au nombre de postes, donc finalement le taux de sélectivité le plus élevé, c'est l'Angola. Tout le monde veut le faire en Angola. Et aujourd'hui, pays avec le plus d'étudiants, c'est plus la France, c'est le Maroc. Et leur modèle est un modèle 100% numérique, zéro professeur, avec un contenu qui est assez réutilisé de ce qui se fait dans le monde. Donc, quelque part, et tout l'enjeu ici, c'est pas la production du contenu, ce que vous disiez tout à fait juste, mais le véritable enjeu en Afrique, c'est comment je le diffuse demain. Bah, je prends 600 millions de personnes. Voilà. Donc c'est la distribution et l'accessibilité. Et le numérique, et bien entendu, le numérique est clairement un enjeu autour de ce sujet. Entièrement d'accord avec vous. Est-ce que l'approche que vous avez prise là, parce que je vois Machab, c'est l'agence de développement israélienne, est-ce que cette mécanique d'impact investing ne répond pas plus à des initiatives justement d'agences de développement ou d'ONG bien structurées, travaillons avec exigence, avec compagnie, plutôt que d'autres types d'acteurs ou d'autres types d'opérateurs? Parce qu'en fait, on voit que ce goodwill, on ne le retrouve pas systématiquement et il n'est pas partagé forcément par tous les États. Certaines entreprises s'engagent en la matière. Je ne vais pas dire qu'elles balbutient, mais elles n'ont pas le même niveau d'exigence sur un certain nombre de KPI, par exemple, parce que voilà, mais elles sont aussi beaucoup plus opérationnelles sur le nombre de création d'emplois, sur le renforcement des capacités des fournisseurs, par exemple, pour qu'ils soient en plus compliant à la loi sur le devoir de vigilance. Donc, ça leur donne accès non seulement au marché européen, au financement européen et aux relations commerciales, contractuelles avec des acteurs européens présents sur le continent, pour les risques juridiques et réputationnels pour nos boîtes. Mais là, est-ce que, bon, et c'est peut-être qu'on attend des slides d'Amétis sur comment ils bossent avec les entreprises qu'ils soutiennent pour voir comment est-ce qu'ils vont chercher, tracer, traquer l'impact investing. Je connais un petit peu l'IDP, donc. Mais voilà, est-ce que c'est. Alors, Ça se duplique bien. Dans le livre blanc, vous verrez d'autres exemples qui ne sont pas uniquement liés à des bailleurs de fonds, notamment sur des systèmes de type assurance indicielle ou autre. Peut-être quand même présenter celui-là, parce que toi tu le connais, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse, donc ça vaut. On avait une question, je réponds 20 minutes après une question de tout à l'heure, sur un exemple justement qui était de Raphaël dans l'agriculture. Oui. Alors effectivement, donc l'instrument Pay for Success, applicable au domaine au secteur de l'agriculture, mais également de l'éducation. Ça rejoint un peu la logique finalement de l'ISA qu'on a présenté précédemment. Donc, ça permet donc aux investisseurs d'être remboursés uniquement si les programmes atteignent les résultats préalablement définis. Donc, typiquement, effectivement, on a évoqué l'exemple de Machav, donc l'agence de développement israélienne, qui a initié plusieurs projets en Éthiopie dans le domaine de l'agriculture et donc qui a permis à 5000 agriculteurs de bénéficier donc, de renforcement de capacité et 3000 petits producteurs d'améliorer leur production. On identifie bien la problématique ici, c'est toujours la même, donc la définition de ces KPI, comment on définit le succès de ces agriculteurs bénéficiaires. Est-ce qu'il s'agit donc uniquement de renforcement de leurs moyens de production? Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation de la production? Est-ce qu'il s'agit d'une augmentation de revenus? Donc, je pense que cette notion de définition de KPI et d'impact affecte à la fois donc, ce qu'on considère comme investissement impact ou pas, mais également les initiatives, que ce soit des bailleurs ou autres. Sur ce mécanisme, je pense qu'il est assez répandu. On peut également citer, je pense qu'il y en avait un autre qui était pas mal, le Commodity-Based Finance. J'ai l'impression que ce truc ne marche plus. Ah. Hop là. Merci. Donc celui-là, un peu plus innovant, donc on l'a également recensé dans le cadre des initiatives dans le secteur agricole. Donc typiquement, la BAD a pu initier un projet de ce type. Donc c'était au Ghana.
Effectivement, la BAD a accordé un crédit à une coopérative ghanéenne qui elle-même, via ce financement-là, a pu financer des agriculteurs, donc indépendants. Et in fine, donc les agriculteurs avaient pour devoir donc de livrer 25% de leur récolte à la coopérative, qui ensuite va elle-même revendre ses récoltes pour rembourser le financement accordé par la BAD. Donc ça, c'est un autre mécanisme intéressant. Vous remarquerez que, enfin, je pense que c'est euh, en ce sens qu'on se différencie un peu de ce que définissait Raphaël. Nous, on a volontairement fait un focus sur les mécanismes à destination de bénéficiaires particuliers, en fait, que ce soit dans l'agriculture ou dans l'éducation. On a voulu traiter la problématique des petites structures, des petites écoles privées, des initiatives ciblées au niveau local, etc., y compris dans l'agriculture. Évidemment, on parle pas avec ces mécanismes-là, on ne parle pas de financement de grandes coopératives agricoles à un niveau étatique, etc. Simplement un point pour interrompre. Ce qui sera important, c'est d'avoir le coût par bénéficiaire. Oui. Je vous donne un exemple de distorsion. Alors, ouais, dans l'éducation, on retrouve après entre le GIZ, l'implémentation du projet, blablabla, enfin bon, toute l'intermédiation, en qualité, etc. On arrive quand même à des coûts pour former des gens en 6 mois sur le modèle École 42, hein, mais c'était pas l'École 42, on arrive à 3 000 euros. Or, sur des écoles privées, telles que celles que moi j'avais construites, etc., on était 5 fois moins cher. Donc, à un moment, on crée des espèces de bulles comme ça, qui d'ailleurs sont des obstacles sur le marché, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité socio-économique. Alors, évidemment, on a un projet impact, on a des gens qui ont bénéficié, ça tant mieux, c'est pas, enfin, si, sauf c'est des intermittents du spectacle, excusez-moi de cette expression, mais la réalité, elle rattrape de toute façon. Et donc, le problème, c'est bien d'arriver à avoir des solutions qui soient pérennes, soutenables, et qui aient un impact, oui, mais qui aient une rentabilité pour pouvoir être pérennisé. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et je suis... Enfin, analysez aussi les effets pervers de ces projets, s'il vous plaît. Parce qu'il y a eu un impact, oui, mais regardez les autres impacts négatifs, qui ne sont pas uniquement les bénéficiaires. J'avais juste une question par rapport à ça, justement, sur... Moi, ma question que j'avais en regardant ça, c'est à qui est destinée, en fait, cette étude? C'est un petit peu... volontairement, je suis un peu... je vais dedans, mais je viens de ce monde-là aussi. J'étais chez Proparco, maintenant je suis du côté industriel. Euh, ces instruments-là, on les voit jamais sur le terrain. C'est extrêmement petit. Pour moi, c'est le type de... Et puis, on le voit bien par les partenaires. C'est des grandes agences de développement. C'est joli dans le rapport d'impact. Mais sur le terrain, en fait, on ne voit pas ces instruments-là. On voit les instruments d'Amétis, on voit les instruments de grands bailleurs. Ça va être de la dette du pays sur une allocation des fonds. C'est-à-dire que la mission d'impact, elle est par essence dans l'allocation des fonds. C'est-à-dire, moi, je travaille sur une entreprise de télécom énergie, qui est d'ailleurs une participation d'Amétis. Nous, en fait, c'est dans le cœur de notre business de faire de l'énergie renouvelable. On va travailler, par exemple, on va installer du panneau solaire sur des établissements scolaires. On diminue de 50% les émissions, le genset, l'électricité, donc il y a un impact financier, il y a un impact de qualité de vie, il y a un impact social, il y a un impact qui est global, et pour l'entreprise, et pour notre entreprise, et pour l'entreprise d'à côté. Notre problème, c'est la réalité maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des petits projets, c'est 300 ou 400 kilowatts sur une grosse école en Afrique. Ça fait 200 000 $. Personne ne veut nous prêter ça. C'est pas possible de financer ça. Donc, c'est soit on finance avec notre argent, soit les financements, là je parle de quelque chose de très concret, soit les financements qui seraient jolis d'impacter ça, parce que ça a un impact social sur l'éducation, ça a un impact aussi sur notre entreprise, puisqu'on développe de l'énergie renouvelable, mais les banques, elles ne veulent pas, parce qu'elles ne connaissent pas, elles n'ont pas le soutien, les banques locales, hein, qui sont bien positionnées, elles connaissent parfaitement le secteur, mais elles n'ont pas les aides pour ça, elles ne connaissent pas. Les bailleurs, ils ne veulent pas, c'est trop petit, les fonds, ils ne veulent pas, c'est trop petit, et ce type et les institutionnels, ils ne veulent pas, parce que dans le rapport à impact, c'est pas très joli, c'est pas sexy, c'est du renouvelable. Donc,
qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est toujours la question. Moi, je trouve ça très intéressant, c'est joli, puis on les voit partout quand on est dans ce milieu-là. Mais en fait, à quel enjeu ça répond? Parce que massivement, il faut du gros financement dérisqué. Et moi, les actions que je vois, qui sont comme ça un petit peu sociales, c'est du RBF, Result Based Finance, sur l'énergie. C'est la Banque mondiale qui apporte ça. Parce qu'en fait, l'énergie, par exemple, je parle de mon secteur, c'est de l'infrastructure. Et donc, on a les fonds européens, américains, etc., qui veulent du grand profit sur une infrastructure essentielle qui doit donner l'électricité aux plus pauvres. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Sauf que bah, l'impact, il va être dans une diminution des profits ou de la subvention ou de la perte, enfin bon, tous ces mécanismes-là. Là, c'est dommage parce qu'on les connaît, ces trucs, et c'est hyper intéressant. Mais sur le terrain, pour massifier, scaler, aller chercher 60, 600 millions de personnes, en fait, on est sur des instruments qui sont standards, mais qu'on ne voit pas. Et il est un peu là, enfin, Bah, notre enjeu. c'est exactement, merci, parce que c'est exactement le point. Alors après, peut-être que je serais aussi, Raphaël, à répondre à quelques exemples d'outils qu'utilise Amétis, parce qu'il y a plusieurs fois la question, mais on va le laisser répondre. Mais nous, c'était véritablement l'objet de ce qu'on voulait montrer, parce que dans le cadre de projets on a rencontré exactement ce que vous décrivez, difficulté à financer l'infinançable. C'est-à-dire de se dire, il y a des outils qui existent, mais qui des fois ne sont pas connus ou peu utilisés. Il y a des problèmes de taille. Les mécanismes existent, sauf que, y compris les bailleurs de fonds, quand c'est trop petit, ils ne veulent pas y aller, parce que derrière, c'est de l'administratif, c'est des projets. Enfin, c'est exactement l'objet de notre étude, c'est de dire, les outils, ils existent, la volonté, elle existe, enfin la volonté. Bah, la volonté à premier niveau, et notamment parce que ça fait beau dans les rapports, hein, je suis d'accord avec vous, elle existe, mais après, quand on est concrètement confronté, et nous, on a eu l'occasion de le voir plein de fois, sur des questions de financement et dans les deux secteurs qu'on évoquait, bah, concrètement, alors que les outils existent, que en termes au moins d'annonce officielle, on veut le faire. C'est très compliqué de matcher sur le terrain les deux. Parce que soit on va dire c'est trop risqué, c'est trop loin, soit parce qu'il faut il faut un bailleur, mais il faut aussi un acteur privé, donc qui était le cas dans le dernier cas qu'on a présenté, mais ce qui n'est pas toujours le cas, donc un peu du mixte. Et puis aussi la question et encore une fois, si c'est financer les grands projets des grands pays, des grands groupes, il y aura toujours quelqu'un, dès qu'on arrive sur des tailles plus petites, c'est vraiment en Afrique, hein, on ne trouve pas forcément les grandes institutions pour le faire parce que c'est pas la taille suffisante. Or, tout ne peut pas se financer derrière des énormes montants à 50 millions de dollars. Et c'est un vrai sujet, c'est une vraie problématique. Alors peut-être, je voudrais que Raphaël parle un petit peu des outils côté Amétis, parce que c'était posé plusieurs fois, et après, question. La question, pardon, du coup. Il y a eu plusieurs fois la question qui est un peu à côté de ce qu'on a fait nous, mais c'est quoi les grands outils qu'utilise Amétis pour faire ce financement à impact, Bah, nous, ce qu'on qui fait, sont plus proches des grands projets qui évoqués. pour répondre de façon relativement brève, nous, ce qu'on fait, c'est, comme disait Arnaud, c'est de l'equity, on fait du capital investissement, on prend des participations minoritaires et de plus en plus majoritaires dans des entreprises africaines. Pourquoi majoritaire? Parce que ça facilite la sortie et ça fait le lien après avec la liquidité des projets, le rendement des projets. Si on est minoritaire, on peut avoir plus de mal à sortir. Si on est majoritaire, ça facilite les choses. Donc, on investit en capital investissement dans le concept qu'on voit beaucoup en sciences impact, la théorie du changement d'Amétis. Il y a effectivement, on en parlait tout à l'heure, pas que l'argent, il y a surtout la gouvernance, la structuration, le recrutement de personnes clés, la transmission d'entreprises d'un modèle parfois familial à des professionnels, enfin plutôt des gens expérimentés du secteur, des choses comme ça. On change un peu la structure de gouvernance de l'entreprise. On modernise éventuellement les équipements. On parlait tout à l'heure du climat, un des leviers aussi phares d'économie d'énergie et d'impact climatique positif, c'est la modernisation des équipements qui sont souvent, notamment dans le monde industriel, très peu efficients. C'est-à-dire qu'on pourrait produire plus en émettant moins. C'est à peu près, si je simplifie. Voilà. Pour faire ça, on va chercher aussi auprès de nos bailleurs des subventions, de ce qu'on appelle l'assistance technique, qui permet de financer, en gros, nous on amène un peu à le challenge, on fait une roadmap, on fait une feuille de route de développement durable, qu'on impose à nos entreprises, enfin qu'on négocie avec nos entreprises, on leur demande de réduire leurs émissions en intensité, en tout cas, on leur demande d'augmenter la part de femmes, on leur demande de réduire les risques, on leur demande de travailler avec leur chaîne d'approvisionnement, on leur demande de couvrir en assurance santé, comme je le disais, leurs salariés, de développer plus d'initiatives à impact. Tout ça, ça coûte de l'argent, on en a bien conscience, et donc on essaie d'aller chercher des subventions pour amener pas seulement le challenge et le problème, mais aussi une partie de la solution. Là où effectivement on n'a pas, alors ça marche hyper bien, on peut faire payer 50%, 75% de coûts de certaines initiatives impact et ESG par des bailleurs de fonds, un grand merci à Proparco, à DEG, à BII, à FinDev Canada, à tous ceux qui contribuent sur ce genre de projet. Le Graal qui manque sur certains projets, c'est le CAPEX, où en fait on a des coûts
On parlait d'installation de panneaux solaires, des remplacements de machines vieillissantes, etc. Ça a des coûts qui sont parfois importants. Et donc, parfois, on a l'impression qu'effectivement, sur des montants relativement faibles, qui peuvent pas être pris en charge par nous, ils sont pas non plus pris en charge par les bailleurs de fonds. J'ai l'impression que parfois, on loupe un coche, clairement. Moi, j'ai vu des entreprises, notamment secteur santé, qui avaient besoin de vraiment pas grand-chose, comme aide supplémentaire pour pouvoir passer un cap, subsister, croître davantage et tout. Et on n'a effectivement pas ces montants en CAPEX, donc c'est vraiment dommage. D'accord, t'as 200 000 euros. Ouais, on parle exactement de ça. C'est incroyable. On parle exactement de ça. Il y a une frappe, oui. Donc voilà, donc nous, pour répondre à la question sur nos instruments, c'est de la finance et puis toute la structuration qui va avec, en allant chercher des expertises spécialisées, des consultants, etc., avec des montants qui sont en subvention en assistance technique. Et puis effectivement, parfois un petit gap, donc on apporte autant qu'on peut, mais on peut pas le faire systématiquement sur du CAPEX, sur des choses qui sont vraiment transformationnelles, que ce soit sur l'énergie ou sur la modernisation des équipements. Je sais pas si ça répond à la Bon. Ce que je propose, c'est de prendre encore 2 questions. Il y avait 1 ou 2 commentaires toujours à distance. On avait dit 3 questions. Il est 10h30, hein, donc je ne veux pas retenir les gens. Mais je vois que le sujet passionne. On a encore 2 3 commentaires que je vais lire aussi à distance. Ben, ça prouve que ça passionne. Donc, première question. On prend les 3 questions et comme ça, on fait une réponse collective. Je pense que vous avez répondu après ça, c'est qu'en fait, ce qu'on constate quand on voit la présentation et puis ce qu'on voit sur le terrain, c'est que ce qui est finalement pas, ce qui est infinançable, comme c'est dit dans le livre blanc, ça reste en fait ce qui peut être financé que par soit le secteur public, soit les VFIs, etc. Et quand ça devient, ce qu'on voit, c'est que quand c'est comme ça, en réalité, on regarde souvent l'impact en premier, la rentabilité ensuite. Et lorsqu'on accompagne le secteur privé, on le voit dans l'éducation comme dans l'agriculture, il y a vraiment des success stories incroyables. Moi, je vois des dossiers sur lesquels on a pu intervenir au Maroc, sur par exemple, les écoles Yassamine, que vous voyez, qui sont écoles primaires, justement, même maternelles. C'est une vraie success story où il y a des fonds intervenus, qui sont rentrés, qui permettent le développement et l'éducation avant l'éducation supérieure. On a vu la même chose, je pense aussi au Maroc, mais sur des projets de blueberries, par exemple, où il y a des fermes vraiment familiales qui n'arrivaient pas, où les gens vraiment vivaient dans la misère, et en consolidant comme ça des terres qui étaient des terres tribales où les gens n'arrivaient pas à vivre. En fait, une consolidation a pu se faire sur des beaux longues durées. C'est vraiment un business qui fonctionne en termes de rentabilité de manière incroyable et qui a permis de l'impact. Mais en premier, ce qui a été regardé, c'était la rentabilité. Et ce qu'on voit, c'est que là où, tu vois, notre expérience en tant qu'avocat, on voit que les choses fonctionnent, c'est d'abord, il y a la rentabilité et là-dessus se plug un impact. En tout cas, sur la durée, on parlait de durée des projets. Et c'est là où je rejoins tout à fait ce que vous disiez, c'est que ce qu'on voit qui peut parfois manquer, c'est ces outils qu'on voit dans les projets publics ou financés par des IFAS, comment cela peut être apporté à des projets qui sont déjà rentables par des investisseurs privés. Pour qu'il y ait justement cette durabilité, je rejoins tout à fait ce que vous disiez, on voit parfois qu'il y a un petit peu qui manque, soit pour apporter cet effet d'impact sans affecter la rentabilité pour que ça fonctionne sur la durée avec les sponsors aussi de base hein, qui restent intéressés, soit simplement pour permettre parfois ce petit plus qui permet au projet d'émerger. Et moi, c'était vraiment à ça que j'étais intéressé peut-être de mieux comprendre, c'était sur les expériences que chacun vous aviez pu avoir sur des cas où justement ça a fonctionné, avec quel partenaire, où cet apport public à un investissement privé qui cherchait avant tout la rentabilité, pu permettre justement l'impact dans la durée sur des projets a priori rentables et qui apportent du coup, je pense, ce qui est recherché dans les projets qu'on regarde, projets rentables avec impact dans la durée. J'en profite pour 2 petits commentaires à distance. Alors oui, les outils présentés existent et la difficulté principale, c'est l'accès bureaucratique pour y avoir accès. Et on ne peut qu'abonder en ce sens. Et alors, petite précision méthodologique, on disait oui, est-ce que Bearing Point, en proposant un métier là, ne fait pas de l'impact washing? Je ne sais pas. Je devrais essayer d'avoir, ce n'est pas Bearing Point, c'est le CIAN qui invite. Amétis, membre du CIAN, voilà, donc, je vous après intéresser, mais je précise, Amétis est membre du CIAN, et ce que nous avons fait avec Virgile et Sandrine, c'est qu'on a proposé à tous ceux qui étaient dans ce domaine-là d'intervenir ce matin. Amétis, qui est membre du CIAN, a accepté, et c'est normal que le CIAN
donne à ses membres la parole. Voilà. Je voulais le préciser, il n'y a pas de greenwashing masqué. Je pense qu'il y a des bons exemples donnés. Enfin, si tu veux compléter, tu peux, mais je voulais préciser ce petit point méthodologique que j'aurais peut-être dû dire en introduction. Alors, il y avait encore deux questions, on terminera par Étienne et Pierre Samuel. Non, c'est et Étienne peut-être. Ah, ou derrière peut-être. Moi, je voudrais faire un petit commentaire pour remercier d'avoir tenu cette séance, parce que je pense qu'il y a un certain consensus qui ressort, et, on y voit, je pense, un peu plus clair sur le sujet, mais on fait de l'impact sans le savoir, etc. Parce que il me semble, moi, que en réalité, le grand changement que l'on vit, c'est pas tellement qu'on se lance brusquement dans les investissements à impact en Afrique, c'est qu'en réalité, les critères de jugement et les critères de décision d'un investissement changent. Jusqu'à présent, dans le temps jadis, certains diraient, c'était juste comme critère la rentabilité et éventuellement le cash. Oui, ça s'arrêtait là. Et maintenant, il y a d'autres critères qui sont la création d'emplois, la transition énergétique, etc., etc. Tout un tas de choses de genre, tout ce qui a été évoqué jusqu'à présent. Après, c'est une question de proportion entre ces différents critères. Et ce qui m'a frappé, c'est quand vous avez dit que, par exemple, la rémunération de l'équipe n'était pas uniquement fondée sur la rentabilité, mais aussi sur ces critères-là. Et puis, il y a la réglementation, la directive européenne sur le reporting, par exemple. Tout ça, on voit bien que les reporting des groupes, maintenant, ne se contentent plus d'être financiers. Donc, je pense qu'en réalité, le grand changement, c'est ça. C'est le reporting et donc les critères de jugement et de décision d'un investissement et de jugement de sa réussite ou de son échec. Et donc, on peut quand même dire que l'investissement à l'impact, moi, je pense, ça fait très longtemps qu'on en fait, mais on était dans le syndrome de M. Jourdain, c'est-à-dire qu'on le faisait soit sans le savoir, en tout cas, soit sans le mettre dans les critères. Et maintenant, je terminerai, du coup, après cette petite analyse, qui n'est pas très exceptionnelle, sur une conviction. C'est qu'il me semble quand même que dans tous ces critères, s'il y en a plusieurs, il faut toujours laisser celui de la rentabilité en tête et le profit en tête. Ça doit être le premier. J'assume ça et je le dis. Et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que ça garantit l'efficacité. Enlevez la notion de rentabilité et de profit, vous perdez l'efficacité. Deuxièmement, le profit et la rentabilité, ça crée de la motivation. Et c'est une trop forte motivation. Les communistes en Russie ont essayé ça. Ils ont arrêté le profit. Non, mais voyez le résultat. Non, mais quelqu'un, à un moment, il y a qu'à faire. On va avec les ONG. Ces ONG vont faire l'investissement à la Et le dernier point on va se casser la figure. Et troisièmement, n'oubliez jamais que le capital, vous pouvez être d'accord, pas d'accord, mais il faut le rémunérer. Et pour le rémunérer, il faut de la rentabilité. Donc, de passer en point numéro 2 ou 3 la rentabilité, on va vers l'échec. Ton deuxième argument est ton deuxième, on va pas relancer le débat. Ton deuxième argument est quand même contestable. L'impact peut aussi, et le sens qu'on donne aux choses, peut être aussi motivant. Donc, je remets en question ton deuxième argument. Le capital, c'est plus difficile. Ça, c'est ton troisième argument. Je parlais du deuxième. Je parlais du deuxième. Mais c'est ton avis, voilà. On va pas peut-être relancer le débat. Je voudrais juste préciser quand même. Alors, j'ai Sandrine et Pierre Samuel. On voit qu'il y a débat là. Mais je vais... J'ai géré une école, je pense que dans l'éducation, c'est un domaine où il ne faut pas viser le profit maximum. Sinon, on est dans la perte Dans les EHPAD. Bah voilà. Donc c'est pour ça que là mais Étienne n'est pas à gratter, hein, il fait exprès. Non, est-ce que j'ai utilisé le mot maximum? Ah non, mais t'as dit J'ai dit qu'il faut simplement pas le mettre en bas des critères. Non, mais l'enlever, c'est entre le profit maximum et l'enlever, il y a quand même une nuance négligeable. Juste un point d'un financement innovant peut-être dont il faudrait parler, qui n'est pas dans les deux secteurs, et qui est la titrisation, notamment du programme Énergie pour tous en Côte d'Ivoire. Et donc le fait que ce soit titrisé, le fait d'accès, et c'est 450 000 foyers par an raccordés au réseau, et que ça, ce soit aujourd'hui avec l'accompagnement d'AIFC d'ailleurs, titrisé, donc on rentre dans un produit financier à impact social. Je trouve que c'est extrêmement intéressant à regarder et voir comment un modèle comme celui-là pourrait justement donner quelques idées dans d'autres secteurs. Voilà, juste, je tiens quand même juste à préciser. Dernière question après à Pierre Samuel, et on arrêtera là. On peut continuer la discussion. Justement, nous, ce qu'on essaie, et je modère aussi un petit peu, je me permets le propos d'Étienne. Si on a fait cette étude et ce qu'on essaie de montrer dans le rapport, c'est qu'il y a des besoins, il y a des enjeux de financement, il y a des instruments qui existent, mais que les deux se rencontrent.
Sur le terrain, c'est pas toujours évident. Donc c'est un peu malheureux. Et alors, on essaie peut-être de positiver, mais on ne propose pas de solution miracle, hein. Ne vous attendez pas à découvrir des scoops, hein, sinon on vous l'aurait dit. Mais c'est quand même aussi un constat, c'est qu'il y a des outils qui existent, il y a des vrais besoins dans beaucoup de pays. Le matching des deux reste difficile, même si le financement à impact peut permettre d'avancer. Il n'y a pas malheureusement encore de solution miracle. Si vous en avez, on est preneur pour l'avoir. Enfin, je voulais dire ça aussi. Pierre Samuel. Pour compléter un point dans le propos d'Étienne, l'essentiel de l'important de dire le reporting, la mesure. Oui, la mesure, on a parlé la tout à mesure fait. du reporting, la mesure de l'impact intrinsèque des activités, ce qu'on appelait par le passé les contributions socio-économiques, c'est tout, hein. On a juste changé un peu le nom, hein. Donc, il faut faire attention à cet impact washing. Et si on veut aller plus loin dans la mesure, puisqu'il y a déjà un instrument de mesure dans le Cisco WADA, du droit au WADA, qui s'appelle la note 35, qui est déjà un instrument de reporting extra-financier qui notamment reprend les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre, de négociations d'accords sociaux, de parité du genre, ce genre de choses. Il faut rendre public cette note 35. Parce qu'en fait, rendre public cette note 35, c'est donner de la visibilité sur les mieux 10 ans versus les moins 10 ans. C'est donner aux agences de notation extra-financière, notamment africaines, qui commencent à se développer, de la matière première uniforme sur 17 pays pour aller faire le ranking des good boys et des bad boys. Et c'est avec l'AI l'opportunité d'aller recenser toutes ces datas pour créer des instruments et un instrument de confiance majeur sur, premier point, la prise en compte des enjeux ESG et le règlement des impacts négatifs. C'est un formidable levier d'attraction ensuite des investissements. Parce que là, l'investisseur, il va pouvoir choisir entre celui qui est moins disant ou moins disant. Pareil pour la demande publique. Pareil pour les partenariats entreprises avec les donneurs d'ordre, notamment privés européens, qui sont astreints à des réglementations à la fois de reporting, la CSRD, et de gestion des risques sociaux ou environnementaux à travers le devoir de vigilance. Donc voilà, moi c'est mon plaidoyer pour 2026. Je vous le dis, je vous l'annonce. Hein. C'est fait, voilà. J'ai fait placer multiples fois la même tribune dans plusieurs médias pour que ça passe. Voilà, tout ça doit passer au camp. C'est bien. La communication, c'est la réduction. Bon, on va y aller. Mais au-delà du reporting, moi, si je peux juste me permettre une chose qui pourrait être intéressante, c'est parce que pour revenir sur le profit et le reporting, moi, j'ai toujours vu l'impact investing ou l'impact comme quelque chose d'opérationnel. Et c'est une gestion de maîtrise des risques. Là, vous parliez qu'il n'y a pas de standardisation. Ce serait peut-être intéressant de sortir des KPI, mais opérationnels. Puisqu'en fait, le social, créer des emplois, diminuer les émissions de CO2, c'est lié à son business. Ce n'est pas une contrainte de reporting. C'est diminuer. Là, je reprends une école parce qu'on a une école et nous, on met des panneaux solaires sur des écoles. C'est diminuer de 50% la consommation énergétique. C'est du business. Mais après, on peut faire quelque chose de joli. Mais c'est du business. Et en fait, le profit est amélioré et le reporting est meilleur, mais c'est surtout une gestion du risque. Moi, en tout cas, je l'ai toujours vu comme ça. Et ça permet d'aller dans des pays qui sont complexes, qu'on ne comprend pas, à travers une gestion du risque et en sortant de risques purement financiers pour arriver sur des enjeux sociaux et environnementaux, mais pour faire du profit. Alors, c'est un bon point. Je ne vais pas ouvrir le débat. Après, je suis entièrement d'accord. Il y a un enjeu de mesure qui est clé. D'ailleurs, beaucoup l'ont évoqué. On l'a évoqué aussi au début. Après, tout n'est pas aussi facilement mesurable. Il y a des choses qui sont très facilement mesurables. Création d'emplois, impact sur les gaz à effet de serre. Il y a d'autres domaines où il y a des vrais impacts et la mesure est compliquée. Il y a des choses qui aujourd'hui sont standardisées, d'ailleurs. Mais voilà, on est en train, voilà, ça se construit. C'est pas aussi facile que les normes comptables, encore une fois. Il y a un sommet de la mesure d'impact qu'on a vu à Paris sur le 3e année ou 4e. En tout cas, je pense que ça a suscité beaucoup de débats. Je ne m'y attendais pas, mais c'est bien, tant mieux. Merci à ceux qui étaient à distance, parce qu'il y a aussi beaucoup de questions à distance, donc ça, c'est top. Et ceux en salle, on aurait pu, je pense, faire venir de plus. En tout cas, pour continuer la conversation avec grand plaisir. Et merci Océane d'avoir organisé cette conférence. Merci à tous.